Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Mon nom c'est Marc-André Arnois, je suis directeur de la CQC depuis 2017. C'est moi qui va animer la série de webinaires. D'emblée, je dois vous dire que moi je ne suis pas avocat, mais que depuis bientôt 5 ans à la CQC, là, je me considère plutôt comme un généraliste de l'habitation. Je suis surtout là pour couvrir des notions peut-être plus terre à terre, moins juridiques à proprement parler. Puis donc, si ce soir, je vais quand même beaucoup parler, en général, c'est des spécialistes invités qui vont présenter l'essentiel du contenu. D'ailleurs, ce soir, je suis accompagné de Maître Ariane Gauthier, que je vais bientôt vous présenter, puis qui travaille également à la CQC. D'ailleurs, la CQC, ceux qui nous connaissent moins, c'est un organisme communautaire qui œuvre à la défense collective des droits dans le domaine de l'habitation depuis un peu plus de 25 ans. À travers les années, la CQC s'est fait connaître aussi bien pour son travail de représentation, ses publications pour le grand public, divers projets de recherche, des actions collectives et son service d'information. D'ailleurs, si vous avez des questions suite au webinaire, n'hésitez pas à faire comme des centaines de consommateurs chaque année, puis à consulter notre service d'information. Évidemment, on ne peut pas donner d'avis ou de conseils juridiques, mais on fait tout ce qu'on peut pour répondre à vos questions et ce, gratuitement. Également, je ne pourrais pas manquer de remercier l'Office de la protection du consommateur, sans qui ce projet-là ne serait pas possible. Euh, C'est une série qui vise à couvrir des notions qui sont souvent demandées à notre service d'information. Puis évidemment, la plupart des gens, quand ils nous appellent, ils sont déjà mal pris et on espère beaucoup que cette série-là va agir en prévention et que c'est d'ailleurs pour ça que les 2 premières séances euh, concernent le avant le projet. Et on y reviendra d'ailleurs pour ce qui suit. Une autre chose importante à noter, euh, on a travaillé fort dans ce projet-là pour trouver un équilibre sur le degré de vulgarisation. On ne se cachera pas que le droit, ça peut être rebutant, ça peut être difficile d'accès pour le commun des mortels. C'est possible que par moment, vous trouviez qu'on va trop vite ou trop loin. Euh, on a fait le choix de la pertinence, c'est-à-dire qu'à la fin de la série, on aimerait ça que quelqu'un qui devrait préparer sa cause pour la Cour des petites créances ait quand même des bases raisonnables. Ça implique évidemment de citer des articles de loi. Aussi rebutant que ça peut être pour certains, sachez que les textes de loi, c'est aujourd'hui beaucoup plus accessible que ce l'était. Il y a plusieurs portails en ligne qui vous permettent de les retrouver. À la CQC, on vous recommande de passer par le portail de l'Institut canadien d'information juridique que vous voyez à l'écran. Parce que c'est celui qu'on juge peut-être le plus complet dans les options gratuites, puis le plus convivial d'utilisation, on va dire. Cela dit, il y en a d'autres, dont celui du gouvernement du Québec, qui fait très bien l'affaire aussi. Également, les lois, ça évolue. Il y a peut-être des gens qui vont nous écouter dans quelques années. On est à l'automne 2021 présentement. Si ça sonne lointain pour vous, consultez un avocat avant de vous fier aveuglément à une citation qui est peut-être plus à jour. Concernant la structure de la série, si vous regardez vraiment, c'est divisé en 3 sections, le avant, le pendant, le après, avec 2 pour le avant, 1 pour le pendant et 2 pour le après. Aujourd'hui, on va couvrir essentiellement tout ce qui concerne le choix d'un entrepreneur et le contrat de service qu'on veut conclure avec lui. Et pour commencer, je vais inviter Ariane à se présenter. Est-ce que tout le monde m'entend et me voit? Oui. Merveilleux. Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, je m'appelle Ariane Gauthier, je suis avocate depuis quelques années et j'ai pratiqué en droit de la construction. Je suis présentement à la maîtrise en droit et ça fait là, un peu plus d'1 an que je travaille pour la CQC. Et Ariane va poursuivre avec une question, je pense, fondamentale, qui est quand est-ce qu'on a besoin ou pas d'une licence d'entrepreneur en construction? Oui, donc c'est un peu une des premières questions, là, des fois qu'on va vouloir se poser. Est-ce qu'avant d'entreprendre des travaux, est-ce qu'on a besoin d'une licence et qui a besoin de cette licence-là? C'est sûr que là, aujourd'hui, on traite plus finalement de vous comme consommateur, consommatrice qui ferait affaire avec un entrepreneur. Donc, quand on souhaite conclure un contrat avec une personne pour qu'elle effectue des travaux dans notre résidence, là, que ce soit une personne qui travaille seule pour son compte ou une personne qui va faire les travaux là, avec son entreprise en construction,
Donc, la règle générale, c'est qu'effectivement, cette personne-là va avoir besoin d'une licence pour pratiquement l'entièreté des travaux de rénovation qu'elle pourrait faire chez vous. Donc, là, vous pouvez voir à l'écran en même temps donc une page RBQ qui liste les travaux ne nécessitant pas de licence. C'est très, très court comparé à ceux où c'est nécessaire d'avoir une licence. Ça fait que c'est vraiment, on vous dirait, là, la règle de base. Donc, Ariane vient de vous dire quelque chose quand même d'important, c'est que dans la plupart des cas, ça prend une licence d'entrepreneur. Hein. Si on n'a pas de licence, on n'est juste pas légal la plupart du temps. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que c'est vraiment pas suffisant. La vérificatrice générale du Québec, elle a clairement établi au printemps dernier qu'il y a des lacunes dans le système, aussi bien dans ce qui concerne la rigueur du processus d'examen que l'inspection des chantiers, les processus de plainte, les sanctions. Donc, il y a des améliorations qui sont nécessaires à la RBQ, qui sont importantes, et puis, il ne faut absolument pas se fier aveuglément à la licence d'entrepreneur. En particulier, il y a certaines catégories de travaux qui sont considérées à risque plus faible par la RBQ, puis donc sont encore moins encadrés que le reste. L'essentiel des travaux spécialisés en rénovation domiciliaire en font partie. Que ce soit toiture, isolation, revêtement extérieur, intérieur, peinture, petits ouvrages de béton, terrassement, etc. C'est tous des travaux qui sont considérés à risque faible et donc qui sont moins surveillés ou encadrés que les autres. Si je vous dis ça, évidemment, c'est pas pour taper sur la RBQ, c'est surtout pour vous convaincre qu'il faut faire ses devoirs, faire des vérifications, que de se fier aveuglément à la licence, c'est pas suffisant. Quand c'est le temps de rechercher l'entrepreneur, bon, malgré ce qu'on vient de dire, il y a évidemment plusieurs registres qu'on peut consulter, dont celui de la RBQ. L'avantage de celui de la RBQ, c'est qu'il vous permet de rechercher par région, par type de travaux. Cela dit, il y a 48 000 licenciés au Québec. Donc, moindrement que vous êtes en région urbaine, il va y avoir beaucoup trop de résultats. Vous n'aurez pas un moyen de rapidement écarter ceux qui font juste du commercial, de ceux qui font du résidentiel. Donc, c'est surtout un outil qui est utile quand on est peut-être en région plus éloignée et qu'il y a relativement peu d'entrepreneurs. Sinon, il y a plusieurs autres registres qui existent sur Internet. Un de ceux qui peut être pertinent, c'est probablement celui de CAA Québec. Il cible directement des particuliers, ce qui devrait vous aider à trouver dans le domaine. Et puis, le CAA Québec prétend faire des vérifications sur les entrepreneurs qu'on trouve dans leur registre. Donc, évidemment, comme tous les registres de ce genre-là, je ne pense pas qu'ils soient parfaits, mais c'est un bon point de départ pour vos recherches. Une autre possibilité, c'est de passer directement par des associations d'entrepreneurs. Ça peut être très utile, mais c'est important d'être conscient que quand on fait ça, l'association d'entrepreneurs, elle est là pour faire la promotion de ses membres. Euh, elle n'est pas là pour les discipliner. Donc, dans certains cas, ils se sont dotés de programmes d'excellence pour faire ressortir parmi leurs membres ceux qui misent sur l'excellence, mais c'est des programmes qui sont relativement récents. Puis, bon, à la CQC, on n'a pas encore une opinion officielle sur leur fiabilité. Deux exceptions à ça. Si vous cherchez dans le domaine de la toiture ou du chauffage d'appoint, la CQC recommande de passer soit par un membre de l'Association des maîtres couvreurs du Québec ou l'Association des professionnels du chauffage d'appoint. Encore là, il ne faut pas perdre de vue que c'est des associations qui sont issues de l'industrie, mais leur programme semble avoir fait leur preuve. Une fois qu'on a trouvé un entrepreneur qui nous intéresse, qu'on a obtenu au moins 3 soumissions, on a pu comparer les prix, les solutions qui sont proposées, il y a quand même des vérifications importantes à faire avant de choisir, ou en tout cas surtout sur celui qu'on va choisir. Et on va faire le tour un peu de ces vérifications-là ensemble. Une première qui n'est peut-être pas sur la slide, qui n'est pas tant de vérification, mais qui est important de rappeler, vérifier les outils promotionnels de l'entreprise. Des fois, surtout quand c'est un commerçant itinérant qui vient sonner à votre porte, qui vous remet sa carte, allez donc voir si le site web existe pour vrai. Et il y en a qui sont assez amateurs pour se faire une carte d'affaires, puis le site n'existe pas, l'entreprise n'existe pas, c'est totalement bidon. Des petites vérifications de base, là, ça peut nous sauver ça. Sinon, dans les vérifications, on va dire un peu plus sérieuses, disons qu'on veut refaire notre cuisine, puis qu'après quelques recherches, là, on tombe sur un entrepreneur qui semble faire notre affaire.
Là, je tiens à dire qu'on a choisi une entreprise au hasard. Ce n'est pas un conseil de faire ou de ne pas faire affaire avec l'entreprise. Là, c'est un exemple. D'abord, on va aller voir au registre des entreprises du Québec. Si vous regardez, il y a rechercher une entreprise au registre et normalement, n'importe quelle entreprise au Québec doit être enregistrée là. Si l'entreprise n'est pas là, c'est très louche, mais c'est quand même rare que les entreprises sont carrément euh, pas là. Cela dit, une fois qu'on va chercher dans le registre, on va trouver le dossier de l'entreprise et une des choses qui nous intéresse beaucoup, c'est depuis combien de temps l'entreprise œuvre sur le même nom. Parce qu'il faut savoir que quand une entreprise change de nom, ben, toute garantie qu'on peut avoir, ça ne sert plus à rien. Même au niveau des recours légaux, la plupart sont plus possibles, là. Donc, une entreprise qui garde le même nom longtemps, c'est quelque chose d'intéressant. Euh, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises dans le milieu de la construction qui changent de nom, de numéro au moins, peut-être à tous les 3 ans environ, là, et ça leur permet d'éviter des poursuites. Donc, c'est une information pertinente à regarder. D'autres informations, évidemment, que vous pouvez trouver au registre, il y en a tout plein. Il y a évidemment, outre les dates, vous pouvez trouver, bon, est-ce que l'entreprise a de l'air d'être à jour? Est-ce qu'elle a déjà une faillite de déclarer ou une liquidation, dissolution qui a été déclarée? Vous pouvez évidemment trouver le nom des différents dirigeants, actionnaires, ben, non pas actionnaires, mais les principaux dirigeants administrateurs. Et surtout aussi les autres noms de l'entreprise. Ça, c'est intéressant des fois dans vos recherches parce que, bon, ici, l'entreprise qu'on a pris a juste un nom, mais dans certains cas, ils ont plusieurs noms. On trouve ça beaucoup, par exemple, imaginons un entrepreneur en couverture qui fait des toitures l'été, puis qui fait d'autres types de travaux de rénovation l'hiver. Ce n'est pas nécessairement problématique, pas du tout. Mais si vous voyez que l'entrepreneur court beaucoup de lapins en même temps, on peut se poser plus de questions. Puis aussi, ça nous permet de regarder est-ce que ces autres entreprises-là, euh, ben, c'est la même entreprise, mais est-ce que sous ces autres noms-là, on a entendu scandale ou quelque chose, là? Une fois qu'on a passé le registraire des entreprises, on a trouvé donc le numéro d'entreprise et avec ça, on peut aller sur le site de la Régie du bâtiment du Québec. Et comme on a déjà le numéro d'entreprise du Québec, ça va aller beaucoup plus vite pour trouver l'entreprise. Et là, on va rapidement tomber sur la seule et unique entreprise qui a ce numéro-là. Et on va pouvoir s'assurer que la licence RBQ est en règle. On va pouvoir également vérifier c'est quoi les sous-catégories de licence qu'ils ont et donc quel type de travaux ils ont le droit de faire. Parce que c'est très important qu'ils puissent faire les travaux chez vous. Ce n'est pas juste d'avoir la licence, c'est d'avoir la bonne licence. Également, et bon, ça, c'est un registre qui est appelé à être amélioré par la RBQ. C'est ce qu'ils ont annoncé récemment. Mais actuellement, bon, il y a des liens vers d'autres endroits de la RBQ, vérifier les réclamations en cours, s'il y a des indemnités qui ont été versées depuis 2009. Et aussi, notre prochaine source, un lien vers l'Office de la protection du consommateur. Donc, ça vous sauve la recherche. Vous allez arriver automatiquement ici. Bon, dans le code de l'entreprise qu'on a choisi, il n'y a pas de dossier et c'est normal. Une chose à savoir, c'est que à l'OPC se trouvent principalement deux sortes d'entreprises. Celles qui ont une obligation d'avoir un permis de l'Office de la protection du consommateur, principalement des commerçants itinérants, et celles contre qui il y a eu des actions de l'Office de la protection du consommateur ou que l'Office de la protection du consommateur a reçu des mises en demeure. Donc, si une entreprise est un commerçant itinérant et qui ne se retrouve pas là, ce n'est pas normal. Et à l'inverse, si une entreprise qui n'a pas besoin d'un permis de l'office ne se trouve pas là, ben, c'est quand même bon signe. Finalement, un autre répertoire très intéressant qui concerne moins la rénovation, c'est chez Garantie de construction résidentielle. Il faut savoir que Garantie de construction résidentielle est là pour l'habitation neuve. Cela dit, il y a des entrepreneurs, comme celui qu'on a choisi, qui font à la fois du neuf et de la rénovation.
Donc, une fois avec le numéro de licence RBQ, on peut les trouver facilement et ça nous permet d'arriver sur le dossier de l'entreprise chez GCR. Il faut savoir que ce dossier-là, c'est probablement ce qui existe de plus transparent présentement dans le monde de la construction. Vous ne trouverez pas un autre dossier public étoffé comme ça sur un bilan, on va dire, de l'entreprise. GCR fait des inspections des entrepreneurs qui sont accrédités chez elle. Et vous avez, par exemple, ici, on voit que sur 16 inspections faites les 2 dernières années, ils ont trouvé un certain nombre de problèmes. Après ça, on peut relativiser certaines choses aussi. On voit que c'est un entrepreneur qui a 311 unités d'enregistrées depuis 2015. Là. Mais bon, ça nous donne quand même un indice. Évidemment, ça ne permet pas de dire, dans certains cas, oui, là, mais bon, la plupart du temps, ça ne permet pas de dire l'entrepreneur, il est fiable ou il n'est pas fiable, mais ça permet quand même de poser des questions pertinentes, des fois de lever des drapeaux rouges. On voit que bon, sur 311 unités enregistrées, 2 réclamations reconnues au plan de garantie. Ce n'est pas énorme, c'est plus les non-conformités ici qui m'inquiéteraient, mais bon, c'est discutable. S'il y a eu des décisions arbitrales aussi, vous pouvez les retrouver ici, donc ça centralise beaucoup d'informations. L'autre chose que ça fait, c'est que vous avez carrément les adresses des maisons qu'il a construites ou qui sont en construction. Ça veut dire que c'est quand même pas très compliqué de contacter un ancien client pour avoir des commentaires. Peut-être une dernière place à parler. Tout à l'heure, on a parlé qu'on pouvait utiliser Canly pour aller trouver des références juridiques. On peut aussi trouver des dossiers de cours sur Canly, ce qui est très intéressant parce que ça nous permet de fouiller. Bon, par exemple, ici, on avait construction. Puis on peut voir est-ce que c'est une entreprise qui est constamment en cours ou pas. Là, bon, il y a quelques dossiers, là, mais sur le nombre de contrats, c'est pas tant que ça comparé à d'autres. Évidemment, il faut faire attention à ce qu'on trouve. L'autre chose pertinente à regarder, c'est carrément le nom des administrateurs. On ne le fera pas présentement, mais ça permet de voir si personnellement, c'est des gens qui sont souvent devant les tribunaux. Je vois dans les commentaires que certains nous suggèrent Sokige. C'est pertinent aussi, effectivement, de passer par Sokige, qui est une autre plateforme que Canly. Comme je l'ai dit au début, bon, nous, on a une préférence pour Canly parce qu'on le trouve plus convivial dans sa version gratuite. Que Sokige peut l'être pour le grand public, là, mais c'est tout à fait pertinent de passer par Sokige aussi. Donc, c'est sûr que ça peut paraître beaucoup de troubles, toutes ces vérifications-là, là, on ne se le cachera pas, mais je peux vous garantir que c'est infiniment moins de troubles que d'être pris à aller devant la cour des petites créances parce qu'on n'a pas fait ces vérifications-là. Puis là, on s'entend évidemment que même avec ça, on n'a pas de garantie que ça va bien se passer, mais au moins, on va en faire un maximum raisonnable pour éviter de faire affaire avec un entrepreneur qui est déjà reconnu problématique. Si on veut s'éviter tout ce travail-là, une autre possibilité, c'est de passer par le courtage de travaux. Il y a de plus en plus d'entreprises qui vous offrent gratuitement de vous obtenir 3 soumissions pour votre projet parmi une banque d'entrepreneurs qu'eux vont juger fiables. C'est important de savoir qu'il y a plusieurs de ces plateformes-là qui sont très proches de l'industrie, puis que parfois, ils ont davantage intérêt à faire la promotion de leurs membres que de réellement écarter des entrepreneurs moins fiables. D'ailleurs, Protégez-vous a fait 2 fois une enquête sur ces entreprises-là, puis les 2 fois, on a pu constater que Renault Assistance se détachait sensiblement du lot. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont parfaits? Sûrement pas. Mais si vous envisagez le courtage de travaux, on vous recommande fortement la lecture de l'enquête de Protégez-vous. Et ça conclut la première partie. Je vais inviter Ariane à prendre le relais pour tout ce qui concerne le contrat. Donc, comme le disait Marc-André, je vais me concentrer sur les aspects un peu plus légaux, évidemment, de la question. Donc, évidemment, quand on pense à contrat, on voit toutes les feuilles de papier, signature, etc. Mais nous, on voulait attirer votre attention aujourd'hui un peu sur le concept de contrat verbal. Donc, ici, vous avez sous les yeux l'article 1385 du Code civil du Québec. Donc, puis, ce qui est important ici, c'est le contrat se forme par le seul échange de consentement. Donc,
vous pouvez tout à fait conclure un contrat donc absolument valide avec un entrepreneur uniquement verbalement, de la même manière que vous pourriez conclure un contrat tout aussi valide sur une napkin, sur un coin de table, dans un restaurant. Ce qui est un peu plus difficile, en fait, avec le contrat verbal, ça va être d'en faire la preuve par la suite. Donc, si jamais vous avez un problème avec votre entrepreneur, par exemple, mais que vous n'avez aucun écrit qui vient finalement comme constater l'existence de votre contrat puisque vous avez convenu avec votre entrepreneur, c'est là où ça va être plus difficile. Il y a plusieurs règles de preuve, j'entrerai pas dans tout ça ce soir, mais qui viennent encadrer la preuve des ententes qui sont verbales, ça vient dépendre, par exemple, du montant en jeu dans votre contrat. Donc, puis ça peut finalement vous empêcher par la suite de faire valoir vos droits parce que si on n'est pas capable de faire la preuve du contrat qu'on a conclu, c'est assez difficile par la suite de venir se prévaloir des droits qui pourraient exister en vertu de ce contrat-là. On voulait aussi alerter votre attention. Donc, comme je le disais, un contrat, ça peut être fait de manière très, très informelle, à moins que la loi prévoie autre chose, mais en général, donc ça peut être fait, là, comme je le disais, sur une napkin s'il faut, mais donc, par exemple, on pourrait vous fournir une soumission très, très large, très vague, mais que si, par exemple, vous la signez, mais qu'il n'y a pas rien d'autre après, qu'on ne donne pas d'autres précisions, ça pourrait éventuellement être considéré comme votre contrat. Puis encore là, ça peut venir créer des incertitudes, des imprécisions sur vous êtes obligé à quoi, l'entrepreneur s'est obligé à quoi, c'est quoi l'étendue des travaux, donc tout ce genre de questions-là qui restent un peu finalement sans réponse. Mais vraiment, le temps qu'on s'entend généralement sur les éléments essentiels de notre contrat, là, puis en matière de contrat de rénovation, on peut penser les travaux, puis combien vont coûter les travaux. Donc, tant qu'on s'entend sur en général ces éléments-là, donc le contrat est formé dès qu'on peut démontrer qu'il y a eu accord des deux parties. Ça, c'était pour une petite portion un peu plus générale. Donc là, on va se concentrer sur c'est quoi un contrat d'entreprise et de service. Donc, ils sont régis par généralement les mêmes articles dans le Code civil. C'est sûr que je vais plus m'attarder au contrat d'entreprise et je vais en parler plus, mais il n'y a pas vraiment donc, beaucoup de différences. Donc, un contrat d'entreprise, c'est généralement le contrat où une personne, l'entrepreneur, va s'engager envers une autre, le client, à réaliser un ouvrage matériel. Donc, en matière de rénovation, je vais m'en tenir à ça. Généralement, ça va vraiment concerner donc, un ouvrage matériel. Dans notre cas, donc les rénovations, les travaux, il y a on vient construire quelque chose finalement, apporter là, quelque chose de matériel. Ensuite, autre espèce de caractéristiques qui ne se retrouvent pas nécessairement dans cet article-là, mais dans les articles suivants dans cette section-là du Code. Donc, c'est important de savoir que l'entrepreneur que vous embauchez peut avoir l'aide de tiers pour faire les travaux qu'il s'est engagé à faire. Donc, par exemple, vous embauchez quelqu'un qui se dit entrepreneur général, puis cette personne est tout à fait libre, par exemple, si vous avez des travaux de plomberie à faire plus spécialisés, de s'adjoindre l'aide d'un plombier. Donc, à moins que le contrat le spécifie, vous pouvez tout à fait, là, dans le fond, les travaux ne doivent pas nécessairement être faits par l'entrepreneur général que vous avez embauché au départ. Ensuite, pour faire une espèce de distinction aussi entre le contrat de travail et le contrat d'entreprise, c'est très important de savoir que votre entrepreneur, vous ne pouvez pas contrôler comment il réalise les travaux. Fait que, ça veut dire que, donc, vous ne pouvez pas dire à votre entrepreneur de comment clouer son clou, dans quel ordre, poser vos tuiles de cuisine, par exemple. C'est vraiment l'entrepreneur qui a la liberté de faire ce qu'il veut dans son contrat. Puis, vous avez, vous, uniquement le contrôle sur le résultat à la fin. Est-ce que ce résultat-là est conforme à ce qui avait été convenu dans le contrat? Dans le fond, c'est différent avec un contrat de travail où là, finalement, on n'a pas vraiment le contrôle sur le résultat, mais on a le contrôle sur comment l'employé le fait. Donc, l'entrepreneur que vous embauchez n'est pas votre employé. Cela étant dit, on veut aussi vous préciser que il faut faire attention. Donc, on va parler là au fil du webinaire de également la loi sur la protection du consommateur parce que les contrats de rénovation peuvent être soumis donc aux règles de la loi sur la protection du consommateur, la LPC.
Ce n'est pas tous les contrats de rénovation qui peuvent se qualifier de contrats de consommation au sens de la LPC, donc il faut faire attention. La LPC va venir généralement exclure les contrats qui sont des contrats de rénovation de très, très grande envergure, des travaux qui sont complexes, qui vont demander de la démolition, des plans d'ingénieurs. On peut penser, mettons, à acheter une maison centenaire qu'on veut pas mal presque mettre à terre. C'est souvent ce genre de contrats-là qui vont être exclus parce que les contrats de construction sont exclus de l'application de la LPC. Donc, il y a vraiment ce travail-là à faire. Fait qu'un contrat de consommation, selon le Code civil du Québec et selon la LPC, c'est pas la même chose. Puis, vous n'aurez pas nécessairement les mêmes possibilités puis les mêmes droits spécifiquement en ligne de compte. Mais voilà. Donc ensuite, par rapport au contrat d'entreprise et de service, ce qui est très intéressant pour vous en tant que client ou consommateur, c'est les façons dont on détermine le prix à payer. Donc, je suis sûre que plusieurs d'entre vous ont pu entendre les fameux extras qui peuvent arriver en cours du contrat d'entreprise en cours de rénovation. Donc, il y a 3 façons généralement qui viennent, qu'on peut, dans un contrat d'entreprise, déterminer combien on va payer. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a le contrat à forfait là, ou à prix fixe, le contrat sur estimation ou le contrat sur la valeur des services rendus. Ça, généralement, on va faire référence au contrat à prix coûtant majoré ou cost plus. Donc, un contrat à forfait, qu'est-ce que ça implique? En fait, là, quand on dit à prix fixe, c'est vraiment ça. Donc, l'entrepreneur vous donne un prix au départ, puis le prix, c'est celui-là. Il ne peut pas monter, il ne peut pas descendre, qu'il y ait des imprévus, qu'on change toutes les conditions qui avaient été prévues finalement au départ par rapport à l'exécution des travaux, les conditions, peu importe. Si on vous a dit par exemple que c'est 2 000 $ que ça allait coûter pour vos travaux de rénovation, ça reste à 2 000. C'est pas supposé bouger dans le temps d'aucune façon. Fait que ce soit finalement pour vous ou pour l'entrepreneur. Fait que pas de rabais, pas d'augmentation, on sait exactement à quoi s'en tenir. Donc, c'est le genre de contrat où ça va vraiment, ça permet une certaine tranquillité d'esprit un peu pour tout le monde, mais il n'y a comme aucune flexibilité. Puis, c'est plus les travaux, tu sais, simples. Puis qu'on sait que ce ne sera pas trop complexe, puis qu'on n'aura finalement pas trop de surprises. Où là, on va venir utiliser le contrat à forfait. Ensuite, le contrat sur estimation, donc effectivement, c'est le contrat où on va, donc c'est plus que juste là, une espèce de simple soumission pour venir vous donner une idée finalement avant de conclure le contrat. C'est vraiment comme l'entrepreneur vient faire un travail pour déterminer avec quand même assez une bonne précision combien ça va vous coûter pour réaliser les travaux de rénovation que vous voulez faire. Puis ça implique que on pourra vous imposer une augmentation de prix uniquement dans la mesure où cette augmentation de prix-là, ce n'était pas prévisible au moment où vous avez conclu le contrat. Ça veut dire que si l'entrepreneur a fait une erreur dans ses calculs, il a oublié des choses, c'est pas à vous en tant que consommateur, client, de venir supporter ces erreurs-là. Ça va être à l'entrepreneur finalement de gérer ça à l'interne puis de sortir de sa poche ce qui manquerait. Si jamais, là, finalement, là, il y a vraiment une surprise absolue dans l'exécution des travaux, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas possible d'anticiper. Là, l'entrepreneur va avoir le droit de vous réclamer le coût des travaux additionnels. Donc, il y a de la flexibilité quand même là, mais on ne peut pas finalement, c'est pas parce qu'on vous dit que c'est juste un estimé au départ que ça laisse la porte ouverte à toute augmentation pour l'entrepreneur. Puis on termine avec le contrat donc sur la valeur des services rendus ou des biens, des matériaux, donc le contrat à prix coûtant majoré. Donc ça, ce genre de type de contrat-là, finalement, ce qui est important de se rappeler avec ça, c'est qu'on ne peut pas savoir ça va être quoi le prix des travaux de rénovation avant la fin. Fait que ça laisse finalement beaucoup de latitude à l'entrepreneur par rapport au prix. Fait que ça veut dire que pour vous, même si ce genre de type de contrat-là donne un bon pouvoir de surveillance, puis il vous permet finalement d'aller demander, puis d'aller là, chercher l'information sur où est-ce que l'entrepreneur en est rendu, comment ses travaux se passent, etc. Puis où est-ce que vous en êtes rendu dans les dépenses. Mais
En fait, c'est ça aussi. Donc, ça vient vous permettre à vous de potentiellement payer moins cher que ce qui avait été prévu au départ. Si l'entrepreneur peut faire des économies, ça va vous en permettre. Mais si l'entrepreneur fait aucune économie et que ça coûte beaucoup plus cher que ce qui avait été prévu au départ, bien, il va falloir que vous payiez finalement l'augmentation quand même. Fait que, si vous n'êtes pas une personne qui possède les connaissances nécessaires ou le temps pour effectuer ce genre de vérification-là, ou que vous n'avez pas les moyens financiers pour payer quelqu'un pour vérifier à votre place, ça peut devenir quelque chose d'un peu difficile à gérer en tant que client finalement, puis vous allez potentiellement vous retrouver avec des mauvaises surprises à la fin, puis un prix qui va avoir été vraiment exorbitant. Fait que finalement, tout est une question pour vous de répartition du risque, puis de niveau de surveillance requise du chantier, puis des travaux. Puis, donc, pour finir avec cette section-là, Marc-André vous parlait tantôt du besoin d'effectuer des vérifications, dans le fond, de comparer les soumissions, par exemple, pendant vos vérifications là, de quel entrepreneur vous allez embaucher. C'est sûr que c'est très difficile de comparer les prix entre les contrats si vous avez, par exemple, un contrat à forfait, là, donc avec un prix qui est fixe, ou un contrat qui va être sur estimation. Parce qu'il y en a un qui vous laisse de la latitude au niveau du prix, puis l'autre, pas du tout. Donc, c'est important de savoir comment on va calculer le prix dans chacun des contrats ou en tout cas avec chacun des entrepreneurs que vous comparez pour comme ça être mieux en mesure puis avoir une meilleure idée finalement des coûts relatifs à chacun. Donc, c'était tout un peu pour la portion très juridique de la présentation. J'espère que j'en ai pas trop perdu. Là, ici, c'est quelque chose qui va être un peu plus simple, puis c'est une portion que vous allez pouvoir aller vous-même vérifier aisément à la maison. Donc, il existe des modèles de contrats que la RBQ fournit. Donc là, ici, on a le modèle de contrat de rénovation résidentielle à prix fixe, donc le fameux contrat à forfait. Donc ça peut vraiment vous donner une bonne idée du genre de clause, du genre d'éléments à inclure dans vos contrats de rénovation avec l'entrepreneur. Ça peut aussi vous permettre, si l'entrepreneur vous fournit là, son propre contrat à lui, ce qui est assez fréquent en fait, de comparer finalement qu'est-ce que lui a mis, est-ce qu'il manque des choses dans son contrat ou est-ce que vous auriez besoin finalement de rajouter certaines choses par rapport à ce contrat-là ici. Donc, il y a également une autre section sur le site de la RBQ qui vient lister plusieurs autres éléments. Là. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a évidemment l'identification, par exemple, de l'entrepreneur, de s'assurer que vous êtes vraiment bien au courant de l'entreprise avec laquelle vous faites affaire. Donc, son nom légal, son numéro de licence RBQ. Ensuite, évidemment, les travaux à réaliser. C'est quoi ces travaux-là? Est-ce qu'il y a des travaux préparatoires? Est-ce qu'il y a des éliminations des déchets à faire? Tout ce genre de questions-là, finalement, que c'est sûr que si c'est notre premier contrat de rénovation qu'on conclut, on ne le sait pas nécessairement, mais ça peut vraiment venir nous donner là, finalement une meilleure idée des choses à prévoir, puis du coût associé également à ces éléments-là. Ça évite finalement d'avoir de multiples discussions avec son entrepreneur en cours de travaux, puis d'éviter plus de discussions, veut peut-être aussi dire des fois plus de conflits. Fait que ça peut vraiment venir de prévoir ces choses-là à l'avance, ça peut finalement, c'est ça, venir vous aider à limiter ce genre de problème-là. Donc voilà. Donc, merci beaucoup, Ariane. Ça conclut la deuxième partie. Bien, on va vous remercier beaucoup pour votre intérêt, votre présence ce soir. On va se retrouver la semaine prochaine pour le webinaire 2 qui va porter sur différents cas particuliers tels que la vente itinérante, le cas des sinistres assurés, des cas plus particuliers, mais qui peuvent comporter leur lot de défis des fois, de compréhension. Et je m'en voudrais d'oublier de remercier encore une fois l'Office de la protection du consommateur, sans qui ce projet-là ne serait pas possible. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu l'introduction, dans le sens où on n'est pas encore tant que ça rentré dans le gros du légal, mais avec les prochaines rencontres, on va vraiment rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, que ce soit
que ce soit ce soir ou au courant de la semaine en vue du prochain. Et puis, On on va a faire une notre... question, Marc-André. Oui, Je ne sais pas si c'est correct que j'y réponde. ben avec plaisir, il faudrait juste la dire. Oui, donc est-ce que c'est normal qu'un entrepreneur nous fournisse une facture avec un autre, j'imagine, nom de société que celui dans le devis? C'est pas nécessairement anormal. Il peut avoir, dans le fond, une société peut avoir une désignation légale, fait que ça peut être finalement une compagnie à numéro, mais puis il peut finalement faire affaire sous d'autres noms. Fait que c'est là où, quand Marc-André vous montrait finalement le site de la RBQ, c'est là que vous pouvez vérifier finalement si c'est bien un des noms sous lesquels la compagnie opère. Est-ce qu'il y a vraiment une bonne association entre le nom qu'elle utilise pour faire ses affaires puis sa désignation légale? Fait que donc, c'est là, ce ne sera pas vraiment un problème si vous voyez que tout concorde sur le site de la RBQ, puis également par rapport là, à le numéro de licence, le numéro d'entreprise, tous ces éléments-là concordent, c'est vraiment pas nécessairement un problème. Évidemment, c'est si elle ne concorde pas que ça devient un peu plus un problème. Euh, on l'a vu récemment, par exemple, il y a eu des émissions de la facture sur Habitation Trigone où est-ce qu'on la RBQ ben, enfin, la facture, puis les régisseurs de la RBQ récemment ont clairement établi que l'entreprise faisait la vente sous un nom, mais faisait systématiquement toutes les constructions sur d'autres noms et que quand les problèmes arrivaient sur les différents projets de construction, ben, il n'y avait jamais moyen de relier ces projets-là avec la compagnie mère qui ne pouvait jamais être poursuivie, ou presque, là. Donc, c'est un stratagème qui est utilisé probablement beaucoup plus dans le neuf que dans la rénovation. Mais pour les projets de neuf, c'est quelque chose à vérifier parce qu'effectivement, une fois qu'une entreprise de numéro est fermée, même si la compagnie mère continue d'exister, les recours sont très limités. Donc, ben, je vais clore en remerciant encore une fois l'Office de la protection du consommateur, sans qui ce projet-là ne serait pas possible, et vous convier la semaine prochaine au volet 2 de la série de 5 webinaires. Donc, à bientôt, et puis n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires d'ici là. Bonne fin de soirée!